Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce podcast toxique, épisode 5 sur les parents dominateurs. Vous avez été nombreux et nombreuses cette semaine à avoir laissé vos témoignages par rapport à la domination de vos parents. J'ai fait plusieurs TikTok à ce sujet, on va en parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est qu'un parent dominateur ? Un parent dominateur n'est pas seulement un parent qui exerce une autorité manifeste sur ses enfants. La domination s'exerce de manière vraiment diverses et variées. Et c'est pas seulement des menaces comme si tu déménages là-bas, je vais mourir. Ou si tu te maries avec elle, c'est pour me faire du mal et moi je vais me faire du mal si jamais tu te maries avec elle. Non, c'est pas seulement ça. D'ailleurs, j'oubliais, je pense que je vais le rajouter à l'introduction aujourd'hui, à partir de tous les podcasts prochains. Trigger warning, aujourd'hui on va parler de domination que les parents exercent sur les enfants. On ne parle pas de domination BDSM, pas du tout. On parle de comportement de domination, de comportement d'autorité excessive, de non-respect du consentement. On va parler de maltraitance psychologique, parfois de maltraitance physique. Je crois que dans le premier témoignage dont on va parler aujourd'hui, c'est de la maltraitance physique. Donc, on va parler de maltraitance comme dans tous ces podcasts. Donc, si vous êtes sensible aux histoires et témoignages de maltraitance, n'écoutez pas ce podcast. Voilà. Ceci dit, on va pouvoir parler aux parents dominants, non, des parents dominants, oui. On va pouvoir parler de ça. Donc la domination qu'exercent les parents n'est pas forcément manifeste, c'est pas forcément des choses que l'on reconnaît au premier regard, ça peut être de la manipulation qui n'est pas forcément facile à reconnaître, ça peut être de la manipulation, ça peut être des choses qui sont couvertes d'une bonne intention, et d'ailleurs j'ai fait un TikTok sur le sujet en disant que parfois le rapport de domination, c'était aussi un parent qui ne respecte pas ton consentement, qui ne respecte pas ton intimité, qui te rend des services que tu n'as jamais demandé et dont tu dois être reconnaissant. Et si jamais tu ne l'es pas et que tu demandes à la personne, à ton parent de s'arrêter, ton parent est absolument outré que tu aies pu dire ça, que tu aies pu dire que tu n'avais plus envie de son aide. Parce que le parent dominateur exerce sa domination parce qu'il n'arrive pas à supporter que son enfant ait sa propre identité. Si tu décides d'avoir une carrière qui te plaît et qui ne plaît pas à tes parents, ils pensent que c'est pour leur faire du mal, pas pour toi être heureux. Si tu décides de te marier avec quelqu'un que eux n'approuvent pas, ils vont penser que c'est pour eux, pour les contrarier et pas pour toi être heureux ou heureuse, enfin c'est que des choses comme ça. Et donc c'est les témoignages dont on va parler aujourd'hui. Et le premier témoignage, donc j'ai eu beaucoup de témoignages, il y en a combien aujourd'hui ? Alors attendez, je crois que je peux trier mes messages pour mettre seulement les messages marqués. Attention. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12. Cluedo, tu n'es pas content qu'il y ait 12 messages non lus marqués ? On s'en fiche. Je ne sais pas ce que tu vois dehors, mais en tout cas, ça ne mérite pas que tu grognes comme ça. Oui, Cluedo, tu es un bon chien. Mais on arrête. Ah, c'est à cause de la moto. Ah, ça va être génial. Il va vouloir sortir, après il va vouloir re-rentrer. Et non, reviens ici, Loulou. Pardon, hein, c'est les aléas. J'allais dire les aléas du direct alors que c'est complètement enregistré. C'est les aléas du clu-clu. Viens ici, Loulou. Viens là. Oh non, je t'attrape. Allez, viens. Oh, j'ai entendu sa patte craquer. Oh là là. Bon, bref. Donc j'ai une douzaine. Il prend ses aises. J'ai une douzaine de témoignages. Donc on va en parler du premier aujourd'hui. Alors,
Donc une personne qui me dit « Je pense que j'ai des parents toxiques, enfin j'en suis vraiment sûre, je veux témoigner et raconter mon histoire. Il y a un an, je me suis fait battre par mon père pour une histoire de vaisselle. Je tiens à préciser que j'ai 24 ans. Je ne l'avais pas faite à temps et ça l'a énervé. Il m'avait perforé le tympan. Le seul truc que ma mère a fait, c'était pleurer. Mon copain était choqué et on ne pouvait vraiment rien faire car j'habite en Algérie. Ici, la femme n'a vraiment aucun droit. Quelques jours après, ma mère était partie en France me laissant seule avec lui. Je voulais vraiment en finir, je ne le supportais tellement pas. Le lendemain, il m'avait demandé encore de laver la vaisselle. J'ai refusé lui disant que je n'étais pas la seule à devoir la laver, qu'il était aussi responsable que moi. Puis j'ai voulu partir chez ma tante. Il m'avait cassé le téléphone et m'avait battue, c'était horrible. Des gifles, des coups de poing dans le dos, il m'a même frappé la tête contre le sol à plusieurs reprises jusqu'à ce que je m'évanouisse. Il a ramené un psychiatre chez nous pour me voir, car il était persuadé que j'étais folle, puis m'a forcé à prendre des antidépresseurs. Il veillait tous les soirs à ce que je les avale. Alors ça, c'est l'autorité manifeste dont on a parlé un peu plus tôt. Et j'ai bien mis un trigger warning, donc voilà, on parle de maltraitance physique aujourd'hui. Ça s'appelle une domination manifeste, une autorité manifeste. C'est si tu ne m'obéis pas, si tu ne te soumets pas à mon autorité, il va t'arriver des trucs affreux, donc des violences physiques, des violences psychologiques et ce genre de choses. Ça, c'est l'autorité manifeste. Face à quelqu'un qui frappe, face à quelqu'un qui pense que ça lui est permis et qui ne se remet pas en question, il n'y a pas 40 solutions, il faut partir. Il faut partir. Cette personne est dangereuse, c'est pas parce que c'est ton père qu'il en est moins dangereux, il est dangereux, donc je pense que ça serait bien que tu t'éloignes, que tu mettes en place des mesures d'éloignement, parce que ce n'est pas normal ce qui t'arrive. Il te violente, et je sais que j'aimerais parler d'un truc dont j'ai déjà parlé auparavant, qui s'appelle la maltraitance sous couvert culturel, et j'ai vu plusieurs études scientifiques en psychologie sur le sujet. Surtout dans les pays du Maghreb et particulièrement en Algérie, donc ça commence à... Bref, j'ai peur d'avoir l'air tout à fait raciste, mais en même temps, c'est une particularité de la culture. C'est ce que j'en ai vu dans les études scientifiques. Il est très mal considéré de dire à un parent tu devrais arrêter de corriger ton enfant. Parce que, apparemment, à ce que j'avais lu dans l'étude, il y a une incompréhension manifeste entre le fait d'éduquer son enfant et le fait de maltraiter son enfant. Et quand un enfant est retiré de l'autorité parentale parce qu'il a été maltraité, le parent ne se remet pas en question. Le parent se dit, bah voilà, moi j'ai éduqué mon enfant et on me le retire en me disant que c'était pas ce que je devais faire, donc je devrais faire quoi ? Je devrais faire quoi ? Moi, on m'a toujours dit que c'était comme ça qu'on éduquait un enfant. On m'a toujours dit que c'était ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce que je devrais faire ? Et c'est terrible parce que cette question « qu'est-ce que je devrais faire ?» ne demande pas de réponse. C'est une question rhétorique. C'est-à-dire que j'ai fait ce que je devais faire. Pourquoi est-ce que vous êtes contre moi ? Il n'y a pas de remise en question là-dedans, en fait. Il n'y en a pas. C'est juste, la justice est contre moi, je suis persécutée, alors que moi, je pensais bien faire. Sauf qu'on parle de maltraitance. On parle d'une enfant qui, parce qu'elle n'a pas fait la vaisselle, se fait perforer le tympan par son père. On parle de coups de poing dans le dos. On parle de... c'est grave. C'est très très grave. S'il l'avait fait à quelqu'un d'autre qu'à son enfant, s'il l'avait fait à un autre adulte, la personne aurait pu porter plainte et il aurait pu aller en prison. Parce que c'est son enfant, c'est considéré comme normal. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est absolument pas. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de partir, de mettre en place des mesures d'éloignement, d'aller plus loin. Et si tu peux arrêter le contact avec ton père, ça serait pas mal aussi, parce que ça te ferait un moment de répit et de repos. Voilà, merci pour ton témoignage en tout cas. Donc, à chaque fois que l'application se ferme, tous les messages marqués disparaissent. C'est magnifique. Alors, du coup, nous avons un autre témoignage. Cela remonte à environ 5 ans quand je me suis mariée avec ma femme. Ma mère, qui est très pieuse, juive, nous a accordé sa bénédiction alors que nous sommes un couple de 2 femmes. Le problème, c'est que je ne pensais pas que cet accord pour mon mariage, dont je n'avais premièrement pas demandé,
que je n'avais pas demandé et deuxièmement pas besoin pour me marier me mènerait à cela. Effectivement, je suis croyante, bien que lesbienne et heureuse ainsi, et étant non voilée avec le tichel, etc. Et cela est tout à fait mon choix. Or, ma mère, pensant bien faire, m'a amené une tripotée de tichel et surtout elle m'a amené la Torah et beaucoup d'autres objets religieux qu'elle a choisi de positionner où elle le souhaitait dans ma maison, dans la maison de la personne que j'aime et moi-même. Bien que l'attention soit gentille, je ne souhaite pas exposer ma vie religieuse à chaque personne entrant dans notre appartement. De plus, quand je lui ai gentiment et vraiment poliment rendu les tichels, elle s'est mise à pleurer. Alors attendez, il faut juste que j'enlève la veille de mon ordinateur, sinon ça ne va plus enregistrer. Bref. Effectivement, elle en est venue à prier pour moi pour me sauver de l'enfer, assez comique pour la croyance juive. Par la suite, celle-ci s'est plainte à ma compagne de notre mariage, qui est un sujet très polémique suite au fait qu'il n'ait pas été religieux et par conséquent, elle a réellement forcé celle-ci à aller à la synagogue avec nous pour Yom Kippour, fête religieuse. Cela a été certainement bienveillant mais très malvenu et je m'en suis encore une fois plainte et cela a donné lieu à des scènes comme quoi je ne suis pas fidèle à notre Dieu, etc. Enfin bref, c'est certainement pas l'un des meilleurs exemples mais il m'a vraiment frappé d'en venir au fait de régner mes convictions et croyances personnelles, de choisir comment je devais les exposer dans ma vie et de forcer la femme que j'aime à suivre une fête religieuse pour lui assurer un avenir décent selon ma mère, avec tous les côtés malsains qui s'en sont suivis. Voilà, merci. Sinon pour ces beaux sourires que tu offres chaque jour et sinon ta cabane à outils a vraiment une belle maquette pour le moment, belle nuit. Merci. Je construis une cabane à outils en ce moment, donc voilà. Donc là, on est sur une autorité qui n'est pas manifeste. Là, c'est de la manipulation. Et c'est de la manipulation sous couvert de bonnes intentions. Je bénis ton mariage alors que je ne suis pas d'accord avec. Et donc, je me permets d'utiliser une tournure de communication qui s'appelle le passif-agressif. Alors, on n'en a pas parlé lors des épisodes précédents, je ne crois pas. Mais c'est toujours bon de le rappeler de toute façon. Le passif-agressif est une tournure de communication qui vise à exprimer son agressivité, mais de manière couverte, en fait. On est agressif sans l'être vraiment. On est agressif en faisant en sorte que ça soit tout à fait implicite. Donc ce n'est pas clair qu'on est agressif, et comme on joue sur cette implicite, eh ben on peut se permettre d'être agressif en disant que si jamais l'autre interprète ça comme de l'agressivité, ben en fait c'est l'autre qui interprète mal. Voilà. Donc c'est des petites remarques comme ton cousin il vient me voir régulièrement, lui. Ça implique que toi tu viens pas la voir régulièrement, ta mère qui te dit ça. Mais par contre, elle te le dit pas directement. Elle te le dit sous un couvert d'agressivité, qui est pas censé être agressif. Voilà, ça c'est du passif-agressif. Et là, c'en est. C'en est clairement. C'est je bénis ton mariage, mais je veux vous protéger de l'enfer. J'accepte que tu te maries et que ça soit pas religieux, mais par contre je viens apporter chez toi des objets religieux que tu pourras mettre chez toi. Je décide de la manière dont tu exprimes ta religion, mais je le fais pour sauver ton âme. Donc je suis une bonne personne. Donc je ne fais pas ça pour ton mal, je fais ça pour ton bien. Je fais ça parce que je t'aime. Et c'est absolument terrible parce que comme ça n'est pas méchant, on ne se sent pas légitime de dire non. Oh mais elle fait pas ça méchamment. Mais c'est pas parce qu'elle fait ça méchamment ou pas que t'as pas le droit d'être blessé en fait. Je veux dire... Je suis sûre que quand je me suis fait agresser dans la rue par un mec il y a 3 ans maintenant... 3 ans, oui, ça doit être ça. 2 ans et demi 3 ans, quelque chose comme ça. Quand il m'a attrapé le bras dans la rue et qu'il est resté mutique pendant plusieurs jours, je pense que c'était quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques en fait. Ou qui était sous drogue, parce qu'il a vraiment pas parlé et il a été difficile apparemment de trouver son identité. Je pense pas qu'il le faisait méchamment, ok ? Il a voulu m'attraper dans la rue pour me faire un câlin puis essayer de m'embrasser.
A priori, pour lui, c'était gentil. Est-ce que je dois l'accepter parce qu'il voulait pas me faire du mal? Non. Il m'a quand même fait du mal. Il a fallu qu'il y ait un... Toute l'histoire est sur TikTok, il me semble. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Il a fallu qu'il y ait un camion de légionnaires qui passait par là et qu'un légionnaire lui fasse une clé de bras et le plaque sur le sol pour qu'il arrête. Donc, c'était pas anodin. Mais c'est pas parce qu'il fait un truc gentil pour lui que moi je dois l'accepter en fait. Et ça, c'est une histoire de consentement. C'est une histoire de consentement. En fait, le parent dominateur, il manipule son enfant pour ne pas avoir à respecter son consentement, sous couvert de bienveillance. C'est-à-dire que c'est un parent qui va venir chez toi ranger tes affaires, faire une lessive, déplacer les meubles de place, alors que tu lui as rien demandé, mais c'est pour ton bien, parce que c'est mieux comme ça, parce que c'est plus beau comme ça, parce que on est mieux comme ça, voilà. Et c'est pour ton bien, c'est pour toi. Et si tu te plains, alors que ta pauvre mère a déplacé des meubles pour toi, mais quel genre de personne est-ce que tu es? Sauf que non, tu ne l'as pas demandé. Et c'est une histoire de consentement. C'est-à-dire que si je fais l'effort de faire un café pour mon chéri, pour mon fiancé, et que je lui apporte et que je lui dis tiens, et qu'il me fait bah, c'est très gentil, mais je déteste le café en fait. Du coup, je ne vais pas le boire, et que je lui dis ah, mais je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi, mon chéri, donc tu dois le boire. Et qu'il me dit non, et que j'éclate en sanglant en lui disant mais t'es vraiment un ingrat, je t'ai fait un cadeau et tu ne l'acceptes pas, c'est horrible. Je suis la personne qui le manipule. Je n'ai pas respecté son consentement. Je lui fais un cadeau qu'il a jamais demandé, je l'oblige à l'accepter, et en plus c'est quelque chose qu'il aime pas. Quel genre de personne est-ce que je suis quand je fais ça? Et pour les parents dominateurs, c'est pareil. Ils exercent cette manipulation-là en se plaçant en victime, en disant « Oui, mais c'est moi qui fais des efforts pour toi, donc tu dois les accepter. » Non. Non, non, non. On n'aide pas une personne qui n'a jamais demandé à être aidée. C'est quelque chose de très important, parce qu'il faut l'accepter pour les autres autant que pour soi. C'est-à-dire que j'accepte de ne pas aider des gens qui ne me l'ont jamais demandé, mais j'accepte aussi de refuser de l'aide que j'ai jamais demandé aussi. Je ne suis pas obligée d'accepter cette aide-là. Donc voilà. Merci en tout cas pour ton témoignage. Ce n'est pas le premier et c'est toujours très très enrichissant. Alors, hop, témoignage suivant. Donc nous en avons fait 2. En voici un 3e. Alors, c'est un long témoignage, c'est parfait. Coucou, je me permets de t'envoyer un message pour te raconter les choses soi-disant gentilles que le père de mon mari a fait pour nous sans notre accord. Nous avons hérité d'un oncle à mon mari, le frère de son père, étant seul héritier, on a hérité de tout, sa voiture, son appartement, 20 000 € sur un compte, 14 000 € sur un autre, 15 000 en espèces dans un coffre à la banque que l'oncle lui-même nous a parlé. Mazel tov. Mazel tov. Après son décès, le père de mon mari nous évince complètement et gère tout avec la notaire, tout seul, comme si nous étions des enfants alors que mon mari et moi avons 25 ans, déjà mariés, une société, etc. Étant complètement évincé, on le laisse gérer même si on trouve pas ça normal parce qu'à la fin c'est nous qui payons la notaire, ainsi que les impôts sur l'héritage, on a donc notre mot à dire. Non mais c'est scandaleux quoi. C'est scandaleux, le mec gère tout mais vous payez. C'est scandaleux. Bref. Une fois tout fini, on reçoit le montant des impôts à payer et là on se rend compte qu'il y a 8 000 € en trop. Mais ayant été évincé depuis le début, on comprend pas à quoi cela est dû. On voit aussi que la voiture n'apparaît pas dans l'héritage et n'est plus là où elle est censée être. On parle du coffre avec la notaire et elle nous dit que le père de mon mari l'a déjà récupéré. On comprend pas trop, mais la notaire nous a dit de nous méfier, qu'il a essayé de vider les comptes en banque. On en parle à son père, il nous explique qu'il a pris l'enveloppe et la voiture pour payer l'enterrement. Jusque-là, ok, il a été enterré en Israël, ça coûte assez cher, environ 10 000 €, ça peut aller jusqu'à 15 000 €. Donc on discute pas, mais il y a toujours cette histoire de 8 000 € à payer aux impôts, en plus, qu'on comprend pas, on lui en parle et il dit qu'il va appeler les impôts. Je suppose qu'il va pas le faire. Il ne le fait pas. Je suis devin. Il ne le fait pas, alors on le fait et nous
Et on nous explique qu'on n'a pas eu de chance, mais que la veille de sa mort, il y a eu un chèque de 14 000 € de fait. Le temps que l'argent soit débité, il était mort. Du coup, on doit payer les impôts sur les 14 000 €, soit 8 000 €, même si l'argent n'est plus sur le compte. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Et c'est tout à fait suspect aussi. Bref. On en parle au père de mon mari et il nous dit que c'est pour l'enterrement, et comme un bon pervers narcissique, mon mari et moi n'osons rien dire et déjà bien content d'avoir eu l'appartement, et il nous fait ressentir que c'est parce que lui n'en voulait pas de l'appartement, comme si l'appartement était un cadeau de lui et non de son oncle. Donc encore un petit peu de manipulation. Voyant tout ça, le père de mon mari nous fait l'intégralité des travaux de l'appartement sans jamais rien nous demander. Il décide de tout et choisit absolument tout. Il paye tout du début à la fin, donc oui, ça part d'une bonne intention. Le résultat est très beau et aux yeux des autres, on ne peut plus râler à propos de l'argent car l'appartement est beau et clinquant. Personne ne nous croit et sur le coup, on oublie tout en voyant l'appartement magnifique. Puis, une fois l'euphorie descendue, on commence à chiffrer les travaux. Mon mari est du BTP. Et on se rend compte que c'est très clinquant mais pas si cher que ça les travaux et que c'est bien moins cher que l'argent qu'il a volé pour soi-disant l'enterrement. Du coup on se rend compte qu'on a juste payé nos travaux avec l'argent qui nous a pris extrêmement cher sans qu'on ait notre mot à dire sur quoi que ce soit. Tout le monde est hypnotisé par la beauté de l'appartement. La mère de mon mari, l'ex-femme de son père, nous dit qu'on est ingrat de se plaindre alors qu'il est magnifique. Et honnêtement, oui, l'appartement est beau, mais ça dérange qu'on prenne notre argent pour payer des travaux qu'on n'a jamais demandé et pour lesquels on n'a pas eu notre mot à dire. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. D'un point de vue extérieur, le père de mon mari est vraiment généreux. De mon point de vue, il a fait ça parce qu'il était pris au piège, vu qu'on avait tout compris, et il nous a fait taire avec des travaux alors que c'est juste pas normal. Il nous aurait laissé l'argent, on aurait fait 1000 fois mieux et à notre goût et bien moins cher. Et il lui est certainement resté dans la poche environ 7 000 € car on a eu les factures de l'enterrement et ça nous a coûté 10 000 €. Donc il a pris 14 000 €, plus la voiture 5 000 €, plus 15 000 € d'espèces. Oh, wow! Et je sais pas comment c'est possible vu que les preuves sont de notre côté mais absolument personne ne nous croit. Bah parce qu'il est pervers narcissique. On va en parler. Voilà, je voulais partager notre témoignage. J'en ai d'autres dans le genre si ça t'intéresse. Je précise aussi que mon mari est adopté et ses deux parents cultivent une certaine reconnaissance qu'il doit avoir envers eux et qui l'empêche de s'exprimer et le rabaisse complètement. Invalide ses émotions et ne donne aucune importance à son opinion, d'où le fait qu'on se soit laissé faire. Voilà, désolée, c'est hyper long, je m'étais pas rendu compte. Avec l'écran. Merci pour tes vidéos, c'est grâce à toi qu'on a compris qu'on n'était pas fou mais bel et bien face à un pervers narcissique et une mère toxique et ça nous a énormément aidé. Et bien avec grand plaisir, et moi j'aime beaucoup les longs témoignages, je le dis absolument à chaque fois mais je préfère le redire parce que voilà, ça me fait plaisir. Donc merci beaucoup pour ton témoignage, il y a beaucoup de choses à dire. On avait parlé dans l'épisode précédent de la maltraitance financière. L'héritage, c'est vraiment le moment qui concentre tous les problèmes de famille parce qu'il y a un mélange d'émotionnel, de deuil, etc. et c'est trop drôle, même si ça ne l'est pas vraiment, mais la synchronicité est très belle puisque la semaine dernière, j'ai rencontré une notaire qui est une amie de la famille donc je l'ai rencontrée lors d'un dîner et quand elle m'a demandé le travail que je fais et que je lui ai expliqué, elle m'a dit mais tu sais, moi aussi je fais beaucoup ça lors de mon travail de notaire et je pensais pas, vraiment, je pensais pas que c'était le cas, mais elle m'a dit tu sais, 90% de mon travail est gérer la psychologie des gens. Et elle me dit en fait tous les problèmes de famille se concentrent au moment où ils viennent chez le notaire parce que aller chez le notaire, ça revient à se demander quelle est mon identité. Ou d'où est-ce que je viens ? Cet héritage, il vient de quoi ? De quelle partie de ma famille ? Tout ça, c'est mon sang, c'est ma chair, et ça remue des choses à l'intérieur qui sont absolument inexplicables. Et du coup, s'il y a des notaires qui m'écoutent et me regardent, je vous remercie pour votre travail, qui est à la fois un travail administratif formidable et aussi un travail psychologique qui est très très fort parce qu'ils prennent en charge des gens qui sont dans une détresse, dans un deuil, dans une tristesse et ils doivent leur dire bon bah voilà, il y a des choses qui vous
qui vous reviennent et d'autres qui ne vous reviennent pas. Pardon. Et du coup, il faut le dire avec le plus de tact possible. Et c'est ce que fait cette amie de la famille. Et je la remercie et je remercie tous les notaires qui le font aussi et qui sont aussi sympas. Et je trouve que la notaire aussi, dans ce cas-là, a été sympa parce que elle aurait très bien pu s'abstenir de dire quoi que ce soit par rapport à la situation. Elle aurait très bien pu ne rien dire du tout, ne pas prévenir que le père a essayé de vider les comptes, enfin tout ça. Mais elle l'a dit, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Ensuite, attention à ce que les gens pensent. Oh là là, mon chien a entendu quelqu'un rentrer dans la chambre d'à côté. Vas-y, Clu-Clu. Allez, go. Voilà. Donc, attention à ce que les gens pensent, en fait. Attention très très fort à ce que les gens pensent. Parce que ça n'est pas de ton ressort, ça ne le sera jamais. Et dans toutes les situations, c'est comme ça. Ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas de ton ressort. Et c'est pas parce qu'ils ont tous tort qu'ils ont forcément raison. Et ça, je le dis beaucoup pendant mes coachings, pendant mes vidéos, lors de mes TikTok, je le dis beaucoup. C'est pas parce qu'ils ont tous tort qu'ils ont forcément raison. C'est pas parce qu'ils pensent que ton père a fait ça et qu'il était gentil et qu'il faut pas être ingrat et machin, que c'est pas de la manipulation. Ok ? Parce que manifestement, ça en est. Tu prends pas plus de 40 000 balles comme ça d'un héritage qui aurait dû être divisé pour toi et t'offres un truc en cadeau à ton enfant en disant bon bah vas-y prends un petit peu, tu verras, c'est pour toi, en pensant que t'es dans le juste en fait. Ça ne se fait pas. Et surtout, tu n'obliges pas ton enfant à accepter un cadeau qu'il a pas demandé. Juste pour qu'il oublie la situation en fait. Ça c'est une vraie belle épreuve de manipulation, de voler de l'argent d'un héritage. Vraiment les gens ont aucun respect parce que quelqu'un est mort en fait. C'est ça que je trouve tellement horrible dans ces situations d'héritage. Quelqu'un est mort et tout le monde parle d'argent. Et c'est affreux quoi en fait. Il y a pas de respect pour ce qui reste de la personne, tu vois. Et c'est ça qui m'attriste, c'est que il n'y a jamais eu un moment où le père s'est dit mon frère est mort, mon frère est décédé, je vais faire en sorte d'honorer sa mémoire avec ce qu'il nous a laissé quoi. Non, ça a été on divise tout comme des charognards, c'est terrible quoi. Donc courage à vous pour cette situation difficile, parce que c'est vraiment pas cool ce qui vous est arrivé. Ensuite, nous avons un autre témoignage. Ok, alors, depuis toujours, ma mère a questionné toutes mes décisions. Je n'ai pas pu étudier ce que j'aime car ce n'était pas pour les filles, et comme je suis très intelligente, j'allais gâcher ma vie. Quand j'ai quitté la maison, elle venait chez moi voir si tout allait bien et mettre de l'ordre car je ne savais pas encore vivre seule et j'avais besoin de ma maman. Elle avait une procuration de mon compte bancaire. Oh là là, ça commence mal. Ça commence mal. Parce que j'avais besoin de quelqu'un pour gérer mes comptes et ne pas oublier de payer mes factures. Elle contrôlait à quelle heure je sortais ou je rentrais quand je n'habitais plus chez elle. J'ai quitté le pays pour me sentir moins étouffée et pouvoir grandir, et quand je commence à lui donner des limites et faire ce que j'avais envie, elle était en mode victime. Tu ne m'aimes plus, moi ta mère qui donne tout pour toi, je ne fais que te protéger et penser à toi et ton bien. Toute ma vie, je me suis occupée de toi et tu me payes comme ça. Au début, c'était dur et compliqué de donner des limites. Je me sentais mal parce que je faisais souffrir ma maman. Je mets beaucoup de temps à prendre une thérapie et me faire accompagner, être en thérapie, ma formation. Oui, j'ai repris mes études, m'ont aidé à faire face à ma maman. Aujourd'hui, je n'ai plus honte ou de tristesse quand je lui donne des limites. C'est ma vie et pas la sienne, et seulement moi peux décider, et si je me trompe, tant pis, je vais apprendre de mes erreurs et recommencer. Actuellement, je suis enceinte, félicitations. Elle a du mal à comprendre que le prénom choisi restera, même si madame n'est pas d'accord. Non mais ça, c'est un vrai sujet, hein, il faut qu'on en parle. C'est mon enfant, mais selon elle, je fais une grosse erreur en lui donnant ce prénom. Le bébé mérite mieux que ça, mais what? Avec elle, je sais que
que tout le temps je vais avoir besoin de lui donner des limites car peu importe les kilomètres qui nous séparent ou mon âge, elle va toujours essayer de décider pour moi. Désolée pour le pavé et les erreurs grammaticales, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, vraiment, la manipulation par l'enfant, c'est un truc que j'ai entendu vraiment beaucoup de fois. J'avais même, je sais plus si c'était une cliente ou si c'était un truc sur TikTok que j'avais déjà vu. Je crois que c'était une vidéo sur TikTok, ouais. D'une jeune femme qui avait donné naissance à un enfant, qui lui avait donné un prénom, comme font tous les parents, et sa mère n'était pas d'accord avec le prénom, donc sa mère appelait son enfant par le prénom que elle avait décidé. Mais qui fait quelle audace? C'est quoi cette audace de faire ça? À quoi est-ce que tu penses quand tu fais ça? Mais c'est terrible, en fait. Les enfants ne sont pas notre propriété. Ce ne sont pas des objets. C'est pas des choses qu'on lègue aux gens, qu'on peut donner, qu'on peut interchanger. On choisit pas leur nom, machin. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Et donc, je trouve ça assez révélateur, la manière dont elle se comporte par rapport à ton enfant. Par rapport à ton enfant à naître. Parce que elle veut tellement tout choisir de ta vie qu'elle choisit carrément le prénom de ton enfant, quoi. Genre c'est normal. C'est absolument terrible. Donc oui, il y a énormément de manipulation là-dedans. Elle a manipulé tout dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aimerais parler de ça aussi. Parce que, donc pour préparer ce podcast, j'ai relu un chapitre du livre Parents toxiques, comment se libérer de leur emprise de Susan Forward. Et donc il y a un chapitre sur les parents dominants. Et elle explique bien dans l'introduction que, comment dire, on est responsable du comportement de notre enfant jusqu'à sa majorité. Donc, choisir certaines choses pour lui n'est pas anormal, jusqu'à un certain point. Mais on choisit ces choses jusqu'à ce qu'il ait l'autonomie nécessaire pour les choisir lui-même. On ne choisit pas ces choses pour contrôler sa vie, pour que cet enfant n'ait pas d'identité et reste fusionné à nous toute notre vie. C'est là où les comportements diffèrent. C'est là où il va falloir réfléchir 2 minutes, parce qu'il y a une réelle différence entre... je sais pas, par exemple, j'avais un ami qui a des parents hyper aimants, enfin c'était abusé, à l'époque j'avais pas tout géré dans mes émotions et ça me brisait presque le cœur de le voir être autant aimé par ses parents, parce que c'était beau, enfin je veux dire, à son anniversaire, sa mère... Enfin, lui, il était parti pour un tournoi de je sais plus quoi. Et sa mère avait demandé à tous ses amis et sa famille de venir. Et ils ont relooké toute sa chambre. Mais à ses goûts, en fait. Il y avait des étagères pour mettre tous ses mangas. On avait fait une fresque avec son personnage de BD préféré. Enfin, avec une tortue monde. C'était trop beau. Et dans cette famille, donc ce mec était en alternance. Et c'était plus ou moins sa mère qui gérait encore ses comptes, mais vraiment elle lui demandait, et c'était fait avec une telle bienveillance, genre je me souviens qu'on mangeait à un moment et je m'en étais rendu compte comme ça. Elle vient le voir, elle lui dit bon bah écoute, c'est la fin du mois, tu vas recevoir ton salaire, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux que je mette tous tes sous de côté, ou alors est-ce que tu veux que je t'en donne un petit peu, comment est-ce que tu veux faire? Et lui, il lui avait souri, il lui avait dit tu peux tout mettre de côté maman, c'est bon, je vais pas faire de dépenses. Elle lui avait dit d'accord mon fils, et franchement mais quel amour quoi, quel amour. Et ça n'a rien à voir avec la manipulation, je veux dire, elle lui a demandé son consentement, ils étaient tous là, ils avaient une communication hyper fluide, c'était hyper explicite, enfin c'était beau quoi, c'est ce à quoi on aspire dans une relation familiale, c'est ça qu'on veut obtenir quoi. Et c'était hyper cool. Et bon, dans toutes les familles, il y a des problèmes, mais là, j'ai été témoin d'un truc trop beau, quoi. Vraiment trop beau. Qui n'a rien à voir avec ce que toi, tu vis avec ta mère, bien évidemment. Parce que elle a envie que t'existes pas. Et c'est terrible parce que c'est ça, les parents dominateurs.
C'est-à-dire que ils veulent pas que leurs enfants existent parce qu'ils veulent pas que leurs enfants existent sans eux. Ça leur brise le cœur de savoir que leurs enfants vont vivre sans eux. Sauf que quand tu fais un enfant, il faut que tu t'attendes à ça en fait. Tu apprends à ton enfant à être autonome pour qu'il puisse explorer le monde seul et devenir sa propre personne. Donc si tu ne le laisses pas gérer sa vie, gérer ses devoirs, gérer ses erreurs, gérer ses douleurs, gérer ses émotions négatives, tout ça, il va falloir que ton enfant il apprenne à le gérer et tu peux le soutenir pour ça. Et c'est très cool. Mais par contre, l'étouffer jusqu'à ce qu'il gère rien du tout parce que t'as pas envie qu'il existe sans toi, c'est tout à fait toxique. Ça l'est tout à fait. Ça l'est tout à fait quand il a 23 ans et pas quand il a 5 ans. Ok ? Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je veux dire bien sûr que tu gères la vie de ton enfant de 5 ans. C'est tout à fait normal. Et si tu ne le fais pas, tu es un mauvais parent aussi. Donc voilà. Encore une fois, merci pour ton témoignage. Passons à un autre. Alors, salut, tu viens de me conseiller de témoigner sur TikTok, oui. Alors voici. Il y a 4 jours, je me suis mariée. Félicitations. À cette occasion, ma soeur est venue à la maison avec son copain. Étant très occupée pour les derniers préparatifs, mon mari, désormais, et moi sommes sortis. Trop mignon. À un moment, elle m'appelle pour me demander si j'ai des lingettes pour nettoyer sous mon Thermomix. Je lui indique, préoccupée par autre chose. Quand je rentre, j'ai tout de suite un sale feeling, familier mais oublié depuis que je vis hors de chez mes parents. Ma sœur a rangé des choses, fait une vaisselle. Bon, ça va. Mais aussi nettoyer des choses, repasser l'aspirateur, trier des papiers dont elle ne sait rien, trier un tiroir et surtout ranger, entre guillemets, la table de la cuisine sur laquelle j'ai fini de coudre ma tenue de mariée. Oh là là. Quelle angoisse. Je vais vous dire pourquoi ça m'angoisse autant après. Elle sait que je déteste qu'on touche à un travail en cours. Elle fait le tour de l'appartement, fière d'elle. Bah, ça te plaît pas ? Non, je préfère vraiment que tu ne touches pas à mes affaires. J'ai pas touché, j'ai rangé. Je réponds pas. De toute façon, maman, elle dit que tu préfères vivre dans une porcherie, tu devrais être contente que je t'aide. Tu peux m'aider autrement. Mais tu reçois demain, tu ne sais pas ranger, je t'aide parce qu'on t'aime avec maman. Ouf. Et j'ai compris, cette sensation, cette conversation, c'est celle que j'avais en rentrant de l'école dans une chambre retournée, ou dans mon appart d'étudiante pour y trouver ma mère. J'ai fait ta vaisselle puisque tu ne sais pas tenir de maison sans moi. Toujours ce jugement-là, entre autres, mon intérieur jamais assez bien, reflet de moi. Je n'aime pas recevoir à cause de ça. J'ai des coffres de choses que je cache pour qu'elles ne soient pas à leur portée. Et surtout, le fait que je l'exprime, ce besoin de respect de ma vie privée, ce n'est pas important. Je ne sais pas faire et sans elle, ce serait la honte. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus sur ma mère en général, surtout avec mon mariage, donc si tu veux, je te fais un autre témoignage pour la question de je fais des choix pour moi, j'ai des goûts et envies, tu n'as pas à t'impliquer maman, encore moins de force. Maintenant que je découvre la psychologie, je trouve beaucoup de phases de mon enfance et adolescence intéressantes. Discutons. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant et très informatif sur la situation. Le problème principal, c'est que là, il y a un passif agressif en fait. Il y a clairement, c'est pas je t'aide parce que je t'aime et parce que je n'ai pas envie que tu existes sans moi. C'est plus je t'aide parce que je trouve que tu es incapable et que tu ne saurais jamais rien faire sans moi. Et là, il y a une volonté manifeste de maltraiter en fait. Il y a une volonté manifeste de maltraiter. Et ça me gêne vraiment beaucoup que ta sœur et ta mère se permettent de dire « je range car tu es incapable de le faire ». Je trouve ça terrible. Je trouve ça affreux. Parce qu'on ne doit pas dire ça à des gens qu'on aime. On dit pas à des gens qu'on aime tu es incapable. Quelle que soit la raison pour laquelle on le dit. C'est une insulte. C'est une maltraitance psychologique. Et on ne dit pas ça aux gens qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on lui dit pas que c'est un incapable. Quand on aime quelqu'un, on respecte son consentement. Quand on aime quelqu'un, on respecte ses limites. Même si ces limites nous font mal. Et on prend du temps sur soi pour digérer ses limites, et ensuite, quand c'est fait, on a une discussion et on passe à autre chose. Sauf que là, il n'y a jamais eu de discussion, parce que les limites sont sans cesse repoussées, encore et encore et encore.
Donc je pense qu'il va falloir avoir une discussion très très claire sur la situation. Et quand je dis avoir une discussion, tout le monde me dit mais ça sert à rien d'avoir une discussion parce que de toute façon elles comprennent pas. On n'a pas une discussion avec ses proches, on met pas en place des limites avec ses proches pour qu'ils comprennent. Jamais. Jamais, jamais, jamais. On ne fait jamais ça. Car les gens ne changent pas pour toi. Les gens changent pour eux. Mais toi, tu es en contrôle de ton comportement, de ton intérieur, de qui tu invites, de tes affaires et de ton intimité. Tu es en contrôle de toi, de ta vie et de ton comportement. Ça, tu es en contrôle de ça. Donc, exemple, la situation doit avoir des conséquences. Une limite ne fonctionne pas s'il n'y a pas de conséquences derrière. Si je dis à mon père, soit on continue à se parler avec respect, soit on se parle plus, et qu'il me répond connasse, c'était juste des paroles en l'air en fait. Si on continue à parler comme ça, c'était juste des paroles en l'air. J'ai pas mis en place des limites. J'ai juste mis des paroles en l'air. Par contre, si je dis, soit on continue à se parler avec respect, soit tu continues à m'insulter et du coup je me casse, et qu'il me répond connasse, et que je me casse, là j'ai mis des limites. Parce qu'il a plus d'autre choix que de respecter mes limites. Je veux dire, si je suis pas là, il peut pas m'insulter. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, il va falloir leur dire. Il va falloir mettre en place des limites. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout à fait non violent et ça peut être tout à fait voilà, parce que les gens ont peur de gérer les émotions négatives des autres, genre mais si je lui dis ma mère elle va se mettre à pleurer, j'ai pas envie de gérer ça, mais tu n'as pas à gérer ça. Si tu commences à dire à ta mère écoute, j'ai besoin que mon intérieur reste de la manière où je l'ai laissé quand je le laisse et que je te laisse chez moi, j'ai besoin que tu arrêtes de ranger chez moi, et si tu n'arrêtes pas, je vais devoir te mettre dehors, parce que c'est chez moi, et que tu dois respecter les règles de ma maison, et que ta mère se met à pleurer, tu peux lui dire, bah écoute, je vois que tu ne peux pas gérer la situation pour le moment, je vais te laisser redescendre en émotion, autre part que chez moi, tu peux partir, et quand tu seras prête à avoir cette conversation, on l'aura, mais pour l'instant, ça n'est pas possible. Et comme ça, tu ne gères pas ces émotions négatives car tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à gérer les émotions négatives des gens. Et si c'est pas des pleurs, c'est autre chose. Je veux dire, il y a aussi la colère est une émotion négative. Si ta mère se met à te crier dessus, tu peux lui dire, bah écoute, je vois que t'es pas prête à gérer la situation pour le moment, que t'es trop haute en émotion. Comme t'es trop haute en émotion, je vais te laisser partir parce que moi je ne peux pas gérer la situation quand tu me cries dessus. On va gérer la situation quand tu seras en mesure de me parler calmement. Ok ? Donc maintenant je te laisse rentrer chez toi et puis moi je vais reprendre la couture de ma tenue de mariée, mais enfin tu ranges pas ça quand il y a un truc en cours, c'est terrible. Bref, j'espère t'avoir aidé et je te souhaite un excellent mariage et beaucoup de bonheur. Passons au témoignage suivant. Il y en a beaucoup, hein, je sais, aujourd'hui c'est incroyable. Donc, ok. Coucou Tévi, tu demandais sur TikTok des témoignages de parents toxiques qui mettent leur nez dans les affaires. J'ai bientôt 18 ans et je vis loin de mon père, mais quand je suis chez lui, il a toujours tout fait à ma place. Mon lit, petit-déj, ranger ma valise, ma chambre. Pardon. Ce qui contraste bien avec ma mère, qui me laisse seule pour tout, même la cuisine depuis des années. Donc le fait que quelqu'un prenne autant de temps pour moi me mettait presque mal à l'aise. Il ne me laisse jamais seule, comme un bébé, par peur de je ne sais quoi. C'en est presque insupportable car je n'ai aucune intimité. Comme tu le dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La dernière fois que je suis allée chez lui, il m'a laissée seule pour la première fois en 17 ans, le temps de faire les courses. J'ai pris le temps de passer un coup de fil, et j'étais en rupture amoureuse, j'en ai discuté au téléphone avec mon ami. Il rentre le soir et me dit d'aller me doucher. Je l'entends de sous la douche aller dans la chambre. Je lui demande ce qu'il fait. « Oh, je vais faire ton lit, ma chérie d'amour, prends tout ton temps. » Quand je sors et que je remonte, je retrouve mon téléphone allumé sur le lit et bloqué car il avait dû forcer mon code plusieurs fois. Intolérable. Je n'ai rien dit
Pardon, car j'étais super mal à l'aise. Le lendemain en voiture, il était bizarre et figure-toi qu'il m'a parlé de choses que j'ai uniquement dit au téléphone avec mon ami la veille. Je comprenais pas comment il pouvait être informé de ça. C'est en rentrant chez ma mère qu'elle m'a raconté que quand ils vivaient ensemble, il avait tendance à cacher des dictaphones quand elle était seule. Un jour, elle en a trouvé un sous le canapé et elle a entendu sa conversation téléphonique avec sa sœur. Voilà la toxicité et la méchanceté à l'état pur. Je n'ai plus confiance en mon père du tout. Je ne comprendrai jamais pourquoi il fait ça. Je suis même sûre que depuis des années, il fouillait probablement dans mes affaires sous prétexte de m'aider et de me décharger, car chez ma mère, c'est compliqué. Voilà, c'était mon témoignage. Voilà, elle se demandait pourquoi j'en avais besoin. Je lui ai expliqué et elle est tout à fait, consentante pour avoir donné ce témoignage. Donc, là, on est vraiment sur un cas de manipulation et de domination qui est absolument incroyable. C'est genre, je fais semblant de t'aider pour pouvoir avoir le contrôle sur ta vie et pour pouvoir avoir de l'information sur ta vie et pouvoir gérer. Et en fait, quand elle dit c'est de la méchanceté à l'état pur, je suis pas sûre qu'il fasse ça pour être méchant. Il fait ça pour avoir le contrôle. Il fait ça pour avoir ce rapport de pouvoir de je suis en contrôle de la situation, je ne laisse pas ma fille toute seule, c'est un bébé, elle ne sait pas se débrouiller toute seule. Voilà. Et les parents qui ont cette tendance à la domination comme ça ne laissent pas de l'autonomie à leurs enfants parce que ils ont peur de se retrouver seuls en fait. Et c'est pour ça qu'il le fait. Parce que il a envie que tu dépendes de lui. Et c'est pour ça qu'il fait tout pour toi, en fait. Parce qu'il a envie que tu dépendes de lui. Il n'a pas envie d'être seul. Il a envie que tu sois là pour toujours avec lui et que tu fusionnes avec lui pour toujours. Sauf que c'est pas ça qui se passe avec un enfant, en fait. On fait pas ça avec un enfant. Avec un enfant, on l'aide à être autonome pour que lui puisse explorer le monde de manière safe. Et si jamais il lui arrive quelque chose, il peut retourner au QG là avec toi et tu peux lui donner du soutien et de l'amour pour qu'il se sente mieux et qu'il puisse retourner explorer le monde. Mais le but, c'est qu'il explore le monde et qu'il soit sa propre personne. Pas que tu restes avec lui pour toujours. Parce que si tu penses ça, il va t'arriver ce genre de choses. Tu vas vouloir contrôler les faits et gestes de ton enfant parce que tu auras peur que il arrive quelque chose à ton enfant et qu'il parte. Sauf que c'est très toxique de faire ça. Très toxique. Donc merci pour ton témoignage qui prouve à quel point y a certains parents qui n'arrivent pas à lâcher prise sur leur enfant. Donc il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 témoignages. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... je me disais que ça serait bien qu'on fasse un deuxième épisode sur le sujet pour les témoignages qui me restent, parce que j'en ai eu beaucoup et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci infiniment pour votre écoute et pour tous vos témoignages sur les rapports de domination entre parents et enfants. J'espère que vous avez pu comprendre à travers tous ces témoignages qu'un rapport de domination n'est pas seulement de l'autorité pure et de la violence manifeste, mais que c'est aussi, et très souvent, des choses dans la manipulation, des rapports dans la manipulation, des rapports dans la gentillesse ou dans le passif agressif en fait. Je fais ça pour être gentil avec toi, mais en vrai, je pense pas être gentil. Je le fais parce que je te pense incapable. Ou alors, je le fais parce que je ne veux pas que tu partes et je le fais parce que je veux que tu restes avec moi pour toujours. Donc c'est pas être gentil que de faire ça. C'est pas être gentil. C'est être toxique. Qu'on soit bien clair. Si tu aimes vraiment ton enfant, tu le pousseras à son autonomie et tu le pousseras avec amour dans son autonomie. Tu lui apprends pas à 5 ans à faire la cuisine parce que t'as pas envie de le faire. Ok ? Ça, c'est pas pousser son enfant à l'autonomie. C'est pousser son enfant à prendre de l'autonomie que toi tu devrais avoir pour qu'il soit obligé de s'occuper de toi comme ton esclave.
Donc ça c'est l'autre penchant aussi des rapports de domination, mais je crois qu'on en a déjà parlé auparavant. Donc voilà, merci pour tous vos témoignages. La semaine prochaine on va parler exactement du même sujet, on va finir les témoignages qui ont été vraiment très intéressants, que ça soit de l'autorité manifeste ou alors de la manipulation. Et donc, alors oui, j'aimerais terminer sur un petit truc. On a parlé des rapports de domination, mais il y a deux réponses à la domination chez les enfants. Il y a la capitulation, donc tu laisses ton père faire le linge et faire ton lit et s'occuper de toi, ma petite princesse, ma chérie d'amour, prends ton temps, prends ta douche pendant que je mets un dictaphone sous ton lit et que je regarde ton journal intime et que j'essaye de forcer ton téléphone. Mais il y a aussi le contraire, où les enfants se rebellent et font exactement le contraire de ce que leurs parents attendent d'eux, sauf que le contrôle s'exerce toujours parce que quand on ne pense qu'à faire des choses que ses parents ne veulent pas, on ne pense pas du tout à ce que nous on veut et on finit par s'oublier. On finit par s'oublier dans cette colère qui est je recherche de l'autonomie et on ne m'en donne pas. Donc je pense qu'on va parler de ça la semaine prochaine. Je vous remercie d'être là, toujours plus nombreux, depuis 5 semaines, à regarder ces vidéos sur YouTube, à écouter ce podcast sur Spotify et Deezer. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon dimanche, et on se dit à la semaine prochaine pour la fin des témoignages. Bisous!